Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver sur la chaîne de Tropical Play pour la suite de notre immersion dans cet univers d'Ayan, cet univers exclusif dans lequel nous allons jouer notre future campagne. Aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le cœur, dans les détails de ce qui fait cet univers et notamment la création de personnages. Alors c'est un point qui est souvent vraiment très apprécié des joueurs et surtout qui nécessite pas mal de temps, de réflexion, et si je fais cette race avec cette classe, et si je veux faire un perso qui fait ci, qui fait ça, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les infos aujourd'hui. On va particulièrement s'attarder sur tout ce qui est nouveau et exclusif à Ayan. Pour le reste, les règles de la 5e édition de Donjons et Dragons s'appliquent de manière normale. Vous pouvez créer n'importe quel personnage existant dans les règles, dans le manuel du joueur classique. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les nouvelles races qui sont jouables dans cet univers, mais aussi les nouveaux archétypes de classe. Il y en a 2 par classe. Alors, installez-vous bien. La vidéo va durer. Installez-vous surtout confortablement. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger et régalez-vous. Je vais essayer d'être assez succinct, mais en même temps de vous donner suffisamment d'infos. On va essayer de trouver le bon équilibre et puis je vais chapitrer la vidéo pour que vous puissiez aussi aller directement à l'archétype de classe ou à la race qui vous intéresse. Et on va tout de suite commencer par les nouvelles races qui peuplent Ayan. Commençons cette présentation des races peuplant Ayan aux origines par les Kamecheru. Ces humanoïdes tortues, à la fois robustes et sages, avec leur carapace sur le dos. Les Kamecheru atteignent en général l'âge adulte, aux environs des 15 ans, et peuvent vivre jusqu'à 150 ans sans problème. Ils ont une taille moyenne et leur vitesse est de seulement 6 mètres. En termes de caractéristiques, un personnage Kamecheru commencera avec un bonus de plus 1 à la sagesse. Niveau des capacités, les Kamecheru ont une armure naturelle. La forme de leur corps ainsi que leur carapace leur octroie une classe d'armure de 17. Le modificateur de dextérité n'influe pas sur cette valeur. En revanche, il vous est très difficile de porter une armure et si c'est le cas, vous n'en tirez pas de bénéfice au niveau de votre classe d'armure. En revanche, le port d'un bouclier permet d'appliquer le bonus classique à la classe d'armure qu'un bouclier procure. Les Kamecheru maîtrisent également l'apnée. Cela leur permet de retenir leur souffle durant 1 heure. Nous allons maintenant parler des différentes origines des Kamecheru, en commençant par l'origine Ishi. Les Kamecheru Ishi ont appris à vivre dans les environnements les plus hostiles, ils se sont écartés de la société et fondent généralement des petites communautés dans les montagnes, là où ils préfèrent vivre selon leurs préceptes. En termes de caractéristiques, ils obtiennent un bonus de constitution et de force de plus 1, qui vient s'ajouter au bonus de sagesse de base des Kamecheru. Les Kamecheru Ishi possèdent une carapace rugueuse. Elle est particulièrement robuste et hérissée d'une multitude de petites pointes, ce qui fait qu'une créature vous attaquant au corps à corps et qui ne vous toucherait pas se blesse, subissant un des 4 de dégâts perforants. Enfin, les Kamecheru Ishi ont appris à vivre en milieu hostile. De ce fait, ils maîtrisent la compétence survie. Parlons maintenant des Kamecheru Kawa, la deuxième origine de cette race. Ils ont plutôt choisi de vivre le long des rivières et des plans d'eau, qui leur fournissent des ressources, des protections, et ils sont désormais plus à l'aise en milieu aquatique. Au niveau des caractéristiques, ils ont un score de dextérité et de sagesse augmenté de plus 1, qui vient s'ajouter, encore une fois, au bonus de sagesse de base. Ils ont une très grande aisance aquatique, ce qui leur permet de retenir leur souffle jusqu'à 3 heures sous l'eau, et d'avoir une vitesse de nage égale à 9 mètres. Enfin, ils possèdent une vision nocturne qui leur permet de voir à 18 mètres dans une lumière faible, comme s'ils verraient dans une lumière vive, et dans le noir, comme s'ils y verraient avec une lumière faible. Dans le noir, vous ne discernez pas les couleurs, uniquement les nuances de gris. Après les Kamecheru, intéressons-nous maintenant aux Kitsu, ces petits humanoïdes renards, très agiles, très expiègles. Ils ont pris l'habitude de vivre en communauté, que ce soit dans les villes, mais surtout ils aiment être à l'écart
ce soit à la forêt ou à la montagne, nous le verrons après avec les deux origines possibles. Leur taille est moyenne, ils sont légèrement plus petits que des humains, leur vitesse au sol est de 9 mètres, et ils vieillissent à peu près comme des humains, leur espérance de vie étant légèrement inférieure. Les Kitsu voient leur score de dextérité augmenter de 1 à la création du personnage. Au niveau des capacités, ils ont les sens en alerte, ce qui leur octroie une ouïe et un odorat surdéveloppés. Cela leur donne la maîtrise de la compétence perception. Ils ont également des gestes rapides. Grâce à leur constitution agile, les Kitsu maîtrisent toutes les armes ayant l'attribut finesse, mais aussi les arcs courts et longs. Au niveau des origines différentes que peut adopter un Kitsu, nous retrouvons les Kitsu Mori, qui ont voué leur vie à la forêt. Ils aiment pister, bâtir des villages, cuisiner des bons produits qu'ils trouvent dans la nature. Leur score de caractéristique est augmenté de 1 en dextérité également, ce qui fait un bonus de plus 2 au total. Ce sont les amis des animaux. Ils vivent en harmonie avec la nature et notamment la faune. Un Kitsumori peut lancer le sort communication avec les animaux sans utiliser d'emplacement de sort. Il compte comme un sort de sa classe et il n'a pas besoin de le préparer. Après avoir utilisé cette compétence, vous devez effectuer un repos long avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Enfin, les Kitsumori sont trop mignons. Leur allure est trompeuse et on a tendance à les sous-estimer. Une fois par jour, ils peuvent décider de réussir un test de compétences liées au charisme qu'ils auraient échoué. La deuxième origine est le Kitsu Fubuki. Les Fubuki se sont adaptés à la vie des climats froids, notamment dans le nord d'Ayan et dans les montagnes. Ils ont une fourrure plus claire, souvent qui se rapproche du blanc de l'argenté, et évidemment plus épaisse. Leur score de caractéristiques est augmenté de plus 1 en constitution et en sagesse, qui vient s'ajouter au bonus de plus 1 en dextérité. Leur fourrure épaisse leur donne la résistance aux dégâts de froid. Enfin, leur vie montagnarde leur permet d'avoir l'avantage sur les jets de survie dans ces environnements. La troisième et dernière race native d'Ayan est celle des Kuroshiro. Ce sont de robustes humanoïdes pandas à la fourrure blanche et noire. Leur taille est moyenne, légèrement plus imposante qu'un humain. Ils vieillissent comme eux et partagent leur espérance de vie. Leur score de caractéristique est augmenté de 1 en charisme. Ce sont des maîtres artisans. Ils sont passionnés par toutes les formes d'artisanat. À la création d'un Kuroshiro, vous pouvez choisir de maîtriser un type d'outil d'artisanat de votre choix. Ils ont également une bonne connaissance des plantes. Leur connexion étroite avec la nature leur permet de développer une connaissance approfondie de cette flore médicinale et leur donne l'avantage à tous les jets de médecine. Au niveau des origines, vous pouvez choisir entre deux origines spécifiques et nous allons commencer avec les Katarités. Les Kuroshiro Katarités sont des conteurs émérites. Ils partagent leurs aventures à qui veut bien l'entendre et sont assez bons quand il s'agit d'enjoliver certaines histoires et d'exagérer certains traits. Leur score de caractéristique est augmenté de 1 en charisme et en sagesse, qui vient s'ajouter au bonus de base de la race. Ils ont le verbe facile. Très à l'aise lorsqu'il s'agit d'accaparer l'attention et de raconter des histoires, ils maîtrisent les compétences de représentation et de tromperie. Ils ont également quelques réseaux, fréquentent tout type d'endroits, des plus malfamés aux plus luxueux, et leurs histoires trouvent toujours preneur. Lorsque vous êtes dans une ville, en tant que Kuroshiro Katarité, vous trouvez plus facilement des interlocuteurs à même de vous donner les informations que vous recherchez. La deuxième origine que peut adopter un Kuroshiro est l'origine Shokunin. Les Shokunin sont les maîtres artisans du monde d'Ayan. Ils passent le plus clair de leur temps à chercher de nouvelles techniques et de nouvelles recettes pour améliorer sans cesse leur art. Au niveau du score de caractéristiques, la dextérité et la force sont augmentées de 1. Ils sont très experts et de ce fait, ils gagnent l'expertise dans un outil d'artisan qu'ils maîtrisent, de leur choix bien sûr. Enfin, ils sont les professionnels du fait maison. En passant 1 heure avec les outils appropriés, ils peuvent améliorer une arme ou une armure non magique. S'ils réussissent un jet de compétence avec l'outil adéquat de difficulté 15, cet objet devient un objet plus 1. Vous ne pouvez avoir qu'un seul objet amélioré de cette manière en simultané.
2 à partir du niveau 10. Et voilà, c'en est fini pour cette présentation des races. Et restez là, puisqu'on enchaîne sur la présentation des nouveaux archétypes de classe. Et oui, Aion est un monde incroyable, un monde inédit. Et donc, après cette guerre, toutes ces années de paix, mais aussi d'exploration, de nouvelles façons de se battre, de nouveaux pouvoirs ont vu le jour. En plus des classes et archétypes de classe déjà disponibles dans la version 5 de Donjons et Dragons que vous pouvez utiliser dans Aion. D'ailleurs, les règles qu'on applique sont les règles de la 5e édition. Chaque classe se voit ajouter 2 nouveaux archétypes de classe jouables que je vais vous présenter juste après. On va y aller classe par classe, on va y aller tranquillement. Je vais essayer de vous résumer les capacités et les possibilités que ces personnages auront, que ce soit en combat, mais aussi dans la vie de tous les jours. J'espère que ce ne sera pas trop long. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage si vous voulez aller rapidement à une classe qui vous intéresse ou une autre. Je vais mettre ça en place. Installez-vous confortablement. C'est parti pour les archétypes de classe. Et on commence directement par du lourd, par du brutal, puisqu'on va parler du barbare. Alors, dans le monde d'Aion, 2 nouveaux archétypes du barbare ont vu le jour. 2 nouvelles voies que peut parcourir et que peut arpenter le barbare dans sa quête initiatique, en tout cas dans son apprentissage du monde. Ce sont la voie de la tranquillité et la voie du possédé. On va développer tout ça et on commence tout de suite avec la voie de la tranquillité. La voie de la tranquillité concerne les barbares qui ont fait le choix de canaliser leur rage pour essayer de rester calme et d'atteindre un état d'harmonie même au cœur du combat. Au lieu de se laisser submerger par la colère et la fureur, ils essayent plutôt de devenir des guerriers équilibrés tout en maîtrise. Au niveau 3, ils apprennent la tranquillité intérieure, qui leur permet de contrôler leurs émotions et d'atteindre un état de tranquillité absolue. Lorsqu'ils entrent en rage, ils peuvent convertir le bonus au jet de dégâts en un bonus à la classe d'armure du même montant, voire la table du barbare classique de la 5e édition, en lieu et place. C'est-à-dire qu'au lieu de taper plus fort, ils vont mieux encaisser les coups. Niveau 6, ils apprennent à utiliser la force de manière harmonieuse. Cela leur permet de puiser dans l'harmonie du monde qui les entoure. Ils ajoutent le modificateur de sagesse au jet d'attaque et au jet de dégâts lorsqu'ils sont en rage. Ce bonus ne peut pas être converti en classe d'armure via la capacité de tranquillité intérieure que nous avons vue juste avant. De plus, ils gagnent un bonus égal au modificateur de sagesse au jet de sauvegarde contre les sorts tant qu'ils sont en rage. Au niveau 10, ils apprennent à effectuer un temps calme. Ils peuvent utiliser leur action pour entrer dans un état méditatif jusqu'à la fin de leur prochain tour. Pendant toute cette durée, ils sont immunisés aux effets de peur et de charme. De plus, ils ne peuvent pas tomber à moins de 1 point de vie. Lorsque l'effet prend fin, ils récupèrent un nombre de points de vie égal à 3 fois leur niveau de barbare. Attention, on ne peut pas être en rage lorsqu'on utilise cette capacité. Et on ne peut pas non plus entrer en rage pendant sa durée. Les barbares peuvent utiliser cette capacité un nombre de fois égal à leur modificateur de sagesse avant de devoir effectuer un repos long pour en retrouver tout l'usage. Enfin, ils ont la maîtrise du temps. Leur harmonie intérieure est telle qu'ils affectent l'écoulement du temps autour d'eux pour mieux anticiper les attaques de leurs ennemis. Par une action bonus, ils peuvent utiliser leur capacité maîtrise du temps et donner le désavantage à toutes les attaques lancées par des ennemis qui sont au contact et qui les ciblent durant 1 minute. Ils doivent terminer un repos long avant de pouvoir utiliser cette capacité de nouveau. On passe maintenant à la voie du possédé. Les barbares qui empruntent la voie du possédé sont plutôt des combattants sauvages et terrifiants, tout l'inverse de la voie de la tranquillité. Ils sont enveloppés d'une aura mystérieuse et puissante, habités par les esprits élémentaires. Ils canalisent leur rage intérieure pour devenir des forces incontrôlables sur le champ de bataille et extérioriser les esprits qui les habitent. Au niveau 3, ils développent un lien spécial, un lien spirituel avec les esprits du monde. Lorsqu'ils entrent en rage, ils peuvent choisir de se lier temporairement avec un esprit ancestral, qui leur confère une capacité spécifique basée sur le choix qu'ils font. Cela durera tout le temps de la rage. Ils peuvent choisir, à chaque début de rage, un esprit parmi les suivants. L'esprit du vent, qui octroie de la vitesse de déplacement et +1 au jet d'attaque au corps à corps.
l'esprit de la terre, qui confère un bonus de +2 à la classe d'armure, ou l'esprit du feu, qui fait que lorsque les ennemis vous touchent lors d'une attaque au corps à corps, ils subissent 1 des 6 dégâts de feu. Ce montant augmente au fur et à mesure des niveaux. Au niveau 6, ils apprennent à laisser exploser leur aura spirituelle, qui fait valoir toute la puissance du lien qu'ils ont avec les esprits. Cela permet, lorsqu'ils choisissent l'esprit de leur rage, de gagner un très bonus supplémentaire. Pour l'esprit du vent, c'est lorsqu'une attaque au corps à corps touche, le barbare peut repousser sa cible d'1,50 m. Pour l'esprit de la terre, il gagne en plus l'avantage sur les jets de sauvegarde de force et de constitution. Enfin, pour l'esprit du feu, il peut utiliser le sort main brûlante 2 fois gratuitement durant sa rage. Au niveau 10, les barbares peuvent apprendre la possession contrôlée. Ils apprennent à accueillir un esprit en dehors de leur rage, qui leur permet d'accroître temporairement leur capacité. Pour le prix d'une action et durant 10 minutes, vous gagnez les capacités suivantes correspondant à l'un des esprits. Attention, l'effet dure jusqu'à 10 minutes, mais disparaît si vous entrez en rage. Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à 1 plus votre modificateur d'incantation. Lorsque vous terminez un repos long, vous récupérez toutes les utilisations dépensées. Pour l'esprit du vent, vous êtes avantagé pour tous les tests de caractéristiques et de sauvegarde basés sur la dextérité. Pour l'esprit de la terre, c'est la même chose, mais pour les jets de sauvegarde basés sur la force et la constitution. Pour l'esprit du feu, vous pouvez utiliser le tour de magie trait de feu et le sort éclair de chaos une fois par repos long. Le type de dégâts est forcément feu, et vous utilisez la force comme caractéristique d'incantation. Enfin, au niveau 14, vous apprenez l'incarnation finale. Lorsque vous entrez en rage et que vous vous liez à un esprit, vous pouvez choisir de l'incarner totalement. Dans ce cas, vous prenez une forme élémentaire correspondante, ainsi que les capacités et les attaques de l'élémentaire correspondant. L'élémentaire de l'air, l'élémentaire de la terre ou l'élémentaire du feu. Attention, vous ne pouvez pas voler sous cette forme et vous conservez vos PV, classes d'armure et caractéristiques. La force devient votre caractéristique principale pour les attaques et les capacités sous cette forme. Un peu de douceur dans ce monde de brut puisque nous allons maintenant nous intéresser à la classe des bardes. Cette classe polyvalente d'artistes itinérants, de musiciens, de conteurs est assez prisée des joueurs de Donjons et Dragons. Je vais vous présenter donc les 2 nouveaux archétypes de classe qui ont été créés pour Ayan, en commençant par l'archétype du collège du Doragon Dansu, littéralement la danse du dragon. Les bardes qui ont choisi d'apprendre de ce collège sont immergés dans la culture de la danse et de la célébration. Ils sont notamment passionnés par l'incarnation des dragons ancestraux. Lorsque vous intégrez ce collège au niveau 3, vous obtenez la capacité Voix du Dragon, qui vous permet d'invoquer justement cette voix afin d'améliorer vos sorts. À chaque fois que vous lancez un sort à composante vocale, vous pouvez amplifier votre voix par celle du dragon ancestral. Si vous faites cela, il est impossible d'incanter ce sort de manière discrète, mais celui-ci peut être lancé au niveau supérieur à celui de l'emplacement de sort dépensé. Par exemple, si vous lancez un sort de niveau 1 avec la voix du dragon, vous consommez un emplacement de sort de niveau 1, mais votre sort sera celui d'un emplacement de niveau 2. Au niveau 6, vous apprenez à effectuer la danse hypnotique. Vous pouvez utiliser une action pour effectuer quelques pas de danse entourés de la silhouette astrale d'un grand dragon. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, tous les ennemis présents à 6 mètres autour de vous au moment de la danse auront des avantages pour vous toucher. Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à votre modificateur de charisme et récupérer toutes les utilisations dépensées en effectuant un repos long. Au niveau 14, vous apprenez la cascade du dragon. En invoquant cette cascade astrale, pour le prix d'une action, vous pouvez faire apparaître une cascade immatérielle qui déferle devant vous sur 4,50 m de large et 4,50 m de long. Toutes les créatures dans cette zone doivent réussir un jet de sauvegarde de force ou se retrouver à terre et subir 4d8 de dégâts de force.
Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à votre modificateur de charisme et récupérer toutes les utilisations dépensées après avoir effectué un repos long. Passons maintenant au Collège du Silence, deuxième archétype de classe spécifique au monde d'Ayan. Les bardes qui ont choisi d'apprendre au Collège du Silence ont la capacité à faire le silence en eux, même lorsque la tempête se déchaîne en dehors. Ils sont plutôt dans l'art d'écoute que de celui de dire. Le silence est une arme. Au niveau 3, les bardes ayant choisi le Collège du Silence peuvent manipuler les sons pour produire des murmures enchanteurs. Ils peuvent lancer le sort Charme Personne sans avoir besoin de composantes verbales ou gestuelles, dans le plus grand des silences. De plus, vous pouvez utiliser votre action bonus pour émettre un murmure enchanté vers une créature que vous pouvez voir à moins de 18 mètres. Cette créature doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou être désavantagée sur son prochain jet d'attaque ou de sauvegarde, le murmure perturbant sa concentration. Toujours au niveau 3, vous avez la maîtrise dans le calme. Vous pouvez choisir 2 nouvelles compétences à maîtriser. Au niveau 6, vous apprenez la capacité silence absolu. Pour une action, vous pouvez créer une sphère de silence absolu autour d'un point que vous voyez à 18 mètres ou moins. Cette sphère mesure 6 mètres de diamètre et aucun son ne peut y entrer ou en sortir. Il est impossible de lancer un sort à composante vocale en étant à l'intérieur de la sphère. Si jamais vous ciblez une créature ou un objet, la sphère se déplace avec cet objet ou cette créature. Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à votre modificateur de charisme avant de devoir effectuer un repos long pour en retrouver l'usage. Enfin, au niveau 14, vous apprenez à incanter silencieusement. Cela vous permet de lancer n'importe quel sort de manière silencieuse en récitant la composante vocale dans votre tête. De plus, vous pouvez décider de ne pas utiliser l'action attaquer durant votre tour pour renforcer votre magie. Si vous faites cela, vous obtenez un des 10 à utiliser avant la fin de votre tour pour augmenter les dégâts d'un de vos sorts. Ces dégâts seront des dégâts psychiques. Cela ne consomme pas votre action, mais vous empêche d'attaquer avec une arme durant ce tour. Les dégâts augmentent à 2d10 à partir du niveau 18. Passons maintenant à la classe des clercs. Si vous avez regardé la vidéo de présentation de notre univers d'Ayan, vous avez pu constater que la religion représente un volet assez important de cet univers et des croyances multiples et assez ancrées dans la culture sont présentes. Il y a donc 2 nouveaux archétypes de clercs à découvrir et on va commencer par le clerc du domaine du bouclier. Les clercs qui embrassent ce domaine sont des gardiens dévoués et ce sont de grands défenseurs capables de protéger leurs alliés à l'aide de leur magie divine. Leur détermination est sans égale et ils font d'excellents protecteurs. Au niveau 1, lorsqu'ils choisissent ce domaine, ils disposent de la capacité arme du défenseur. Ils peuvent choisir de maîtriser une arme de guerre de leur choix, en plus des armes que les clercs maîtrisent déjà. Si vous choisissez le domaine du bouclier, vous avez également un bonus de +1 à votre classe d'armure dès l'instant que vous portez un bouclier. Toujours au niveau 1, vous obtenez la bénédiction de protection. Vous pouvez utiliser votre action pour bénir un allié à moins de 9 mètres de vous. Jusqu'au début de votre prochain tour, cet allié bénéficiera d'un bonus égal à votre modificateur de sagesse à sa classe d'armure. Cette capacité, vous retrouvez tous les usages dépensés après un repos long. Au niveau 2, vous avez une option de conduit divin spécifique, le bouclier divin. Vous pouvez utiliser votre action pour canaliser votre énergie divine et créer un bouclier protecteur autour de vos alliés. Vous et tous les alliés à moins de 9 mètres de vous gagnent un bonus de sagesse, égal à votre bonus de sagesse à tous les jets de sauvegarde. Cet effet durera jusqu'à la fin de votre prochain tour. Encore une fois, vous retrouvez les usages dépensés de cette capacité après un repos long. Au niveau 6, la capacité barrière sacrée. Vous la maîtrisez désormais. Par une action bonus, vous pouvez créer une sphère de force protectrice autour de vous ou un allié que vous pouvez voir à 9 mètres de vous. Vous ou cet allié concerné récupère un nombre de points de vie temporaire égal à 2d10 plus votre modificateur de sagesse. Le nombre de dés passe à 4d10 au niveau 12, puis 6d10 au niveau 16.
Au niveau 8, vous devenez un gardien divin. Lorsqu'une créature alliée à moins de 9 mètres de vous est touchée par une attaque, vous pouvez utiliser votre réaction pour vous interposer. Vous devenez la cible de l'attaque à la place de l'allié. Cette capacité ne peut être utilisée que si vous êtes capable de voir l'attaquant et d'atteindre l'allié avec votre portée normale de déplacement. Vous ne subissez pas d'attaque d'opportunité sur ce trajet. Au niveau 17, vous obtenez une capacité qui s'appelle « Vous ne passerez pas ». Cela vous permet de tenir une position de manière inébranlable. Par une action, vous pouvez créer un mur de force invisible à partir d'un point que vous voyez à 9 mètres de vous. Ce mur fait 6 mètres de long, 3 mètres de haut et 1,50 m d'épaisseur. Il est indestructible et aucune créature ni objet ne peut le traverser. Ce mur reste en place durant 1 minute jusqu'à ce que vous utilisiez votre action pour le faire disparaître. Le deuxième nouveau domaine de Claire disponible sur Ayan est le domaine du néant. Petite restriction pour les personnages voulant adopter ce domaine en tant que Claire, l'alignement doit être obligatoirement neutre ou mauvais. Les prêtres qui embrassent ce domaine canalisent les mystérieuses énergies du vide et du néant. Ils cherchent à découvrir les obscurs secrets cachés du cosmos et à découvrir aussi l'harmonie dans l'obscurité plutôt que combattre ces forces mystérieuses. Au niveau 1, vous avez la vision des ténèbres. Vous pouvez voir dans l'obscurité totale jusqu'à 18 mètres en noir et blanc comme si cela était en plein jour. Vous pouvez lancer également le sort ténèbres une fois par repos court sans avoir besoin de composantes matérielles. Au niveau 2, le conduit divin que vous récupérez est le toucher du vide. Grâce à votre canalisation divine, vous pouvez drainer l'énergie vitale d'une créature. En utilisant votre action, touchez une créature et lancez un dé de vie, plus votre niveau de Claire. Vous infligez ces dégâts nécrotiques à la créature. Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à votre modificateur de sagesse et retrouver tous les usages dépensés après un repos long. Au niveau 6, gravite autour de vous une aura du néant. Tant que vous ne portez pas d'armure lourde, vous bénéficiez d'un bonus égal à votre modificateur de sagesse à votre classe d'armure. De plus, les créatures qui commencent leur tour dans un rayon de 3 mètres autour de vous voient leur vitesse réduite de moitié tant qu'elles sont dans cette zone. Lorsque vous atteignez le niveau 8, vous devenez capable d'utiliser la marche éthérée. Par une action, vous pouvez projeter votre esprit dans le plan éthéré pendant 1 minute. Durant ce temps, votre corps reste immobile et inconscient. Vous pouvez voyager dans le plan éthéré à votre vitesse classique et percevoir ce qu'il se passe autour de vous dans votre esprit. Vous ne pouvez utiliser cette capacité qu'une fois par repos long. Enfin, au niveau 17, c'est le vide ultime que vous pouvez manipuler. Une fois par repos long, vous pouvez canaliser l'énergie du néant pour déchaîner un sort ultime. Lorsque vous lancez un sort de niveau 1 ou supérieur qui inflige des dégâts nécrotiques, vous pouvez doubler les dés de dégâts de ce sort. Si le sort permet habituellement un jet de sauvegarde, la créature ciblée a un désavantage sur ce jet. Dans l'univers d'Ayan, on croit en la réincarnation de l'âme. Mais qui n'a jamais rêvé de s'incarner directement dans un animal? C'est ce dont sont capables les druides, amoureux de la nature et magiciens des forces de l'univers. Dans le monde d'Ayan, on trouve 2 nouveaux types de druides. Nous allons commencer par le druide qui appartient au cercle des masques. Ces druides sont des protecteurs et les conteurs de la nature. Ils sculptent un ensemble de masques qu'ils emmènent avec eux et leur permet d'incarner les différentes créatures qu'ils représentent tout en canalisant la magie. Au niveau 2, si vous êtes un druide du cercle des masques, vos affinités avec la danse et la discipline du combat vous permettent d'acquérir la maîtrise de la compétence représentation et des armes suivantes: la massue, la hachette, la hache d'armes, l'arc court et l'arc long. Vous gagnez le sort mineur gourdin magique également, qui compte pour vous comme un sort de druide et ne compte pas dans le nombre maximum de sorts préparés que vous pouvez posséder. Toujours au niveau 2, vous avez la capacité masque de la destinée. Vous pouvez utiliser une utilisation de la capacité forme sauvage qui, au lieu de vous transformer en animal, vous permet de revêtir l'un des masques du destin pendant 1 minute. Lorsque vous le faites, vous allez bénéficier des avantages du masque que vous choisirez de porter, gagner des points de vie temporaires égaux à 3 fois votre niveau de druide, ainsi que l'effet spécial suivant. Si vous choisissez
le masque du singe. Vous gagnez une vitesse d'escalade égale à votre vitesse de marche. De plus, lorsque vous touchez une créature avec une arme de mêlée, la prochaine attaque effectuée contre cette créature sera avec avantage. Le masque du lapin, quant à lui, va tripler vos distances et vos hauteurs de saut. De plus, vous pouvez sauter à partir d'une position arrêtée, sans élan. Lorsque vous touchez une créature avec une arme à distance, cette créature aura un désavantage lors de sa prochaine attaque contre vous. Le masque du cerf vous procure l'avantage au jet de sauvegarde de constitution. À chaque fois que vous êtes touché par une attaque effectuée avec une arme, vous pouvez utiliser votre réaction pour vous déplacer jusqu'à la moitié de votre vitesse. Ce mouvement ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Dernièrement, le masque du dragon qui vous permet d'ajouter votre modificateur de sagesse au test de charisme que vous effectuez. Chaque fois qu'une créature est la cible d'une attaque à moins d'1,50 m de vous, vous pouvez utiliser votre réaction pour imposer un désavantage à cette attaque. Au niveau 6, vous gagnez la capacité changement d'acteur. Lorsque vous utilisez votre action pour lancer un sort mineur de druide, vous pouvez effectuer une attaque avec une arme ou changer le masque que vous portez gratuitement. Cela ne réinitialise pas la durée de votre capacité masque du destin et ne vous apporte pas de points de vie temporaires supplémentaires. Au niveau 10, vous apprenez la danse des masques. Enfilez votre masque inspire les foules. Lorsque vous utilisez votre capacité masque du destin, jusqu'à 5 de vos alliés situés à moins de 3 mètres de vous gagnent des points de vie temporaires égaux à 2 fois votre niveau de druide. Et pour finir au niveau 14, la réunion masquée. Par une action, vous pouvez effectuer une attaque avec une arme contre une créature. Et tous les alliés à moins de 3 mètres de la créature peuvent utiliser leur réaction pour eux aussi effectuer une attaque avec une arme contre cette créature. Une fois que vous avez utilisé cette capacité, vous ne pouvez plus l'utiliser avant d'avoir terminé un repos long. Passons maintenant aux druides du cercle du cerisier. Ils trouvent leur harmonie dans la connexion avec la nature et la beauté éphémère des cerisiers en fleurs. Ils célèbrent la vie, mais aussi la mort, incarnant la dualité de la création et de la dissolution. Protègent le cycle naturel de la vie et s'efforcent de maintenir un certain équilibre dans le monde. Au niveau 2, ils apprennent à canaliser la magie du cerisier. Lorsqu'ils lancent un sort de druide qui inflige des dégâts, ils peuvent transformer ces dégâts en type radiant ou nécrotique s'ils le souhaitent, et ajouter leur modificateur de sagesse aux dégâts. Niveau 2 toujours, si vous êtes un druide du cercle du cerisier, vous pouvez apprendre la danse des pétales. Cela vous permet de vous déplacer gracieusement et rapidement à travers le champ de bataille. Lorsque vous êtes en forme sauvage, vous pouvez utiliser une action bonus pour augmenter votre vitesse de déplacement de 3 mètres pour le reste de votre tour. De plus, les attaques d'opportunité sont désavantagées contre vous durant ce déplacement, et vous devrez terminer un repos court avant de pouvoir réutiliser cette capacité. Au niveau 6, vous apprenez le charme naturel. Vous pouvez inspirer la paix et la tranquillité parmi les créatures. En utilisant votre action, vous pouvez émettre un charme naturel dans un rayon de 9 mètres. Toutes les créatures dans cette zone doivent réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou être charmées pendant 1 minute. Les créatures charmées de cette manière n'attaqueront personne. Si une créature charmée subit des dégâts, elle peut tenter un nouveau jet de sauvegarde pour mettre fin à l'effet. Au niveau 10, vous obtenez la floraison éternelle. Vous pouvez utiliser votre action pour provoquer une explosion de puissance florale autour de vous. Les créatures amies dans un rayon de 9 mètres récupèrent un nombre de points de vie égal à 2d8 plus votre modificateur de sagesse. Le montant des dés augmente au niveau 14 et au niveau 18. De plus, jusqu'à 6 créatures amies de votre choix dans la zone gagnent des points de vie temporaires équivalents à votre niveau de druide plus votre modificateur de sagesse. Enfin, au niveau 14, l'éclipse fleurie vous permet de faire appel à la beauté et à la grâce d'un cerisier en fleurs pour créer une illusion puissante. En utilisant votre action, vous pouvez créer une éclipse fleurie dans un rayon de 18 mètres. Tous les ennemis dans cette zone doivent réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou subir 5d10 de dégâts radiants. Le montant augmente à 7d10 au niveau 18. Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à votre modificateur de sagesse et retrouver tous les usages dépensés après un repos long. Passons maintenant à la classe des ensorceleurs.
Ayan est bourré de magie résiduelle. Depuis Saïdaï, les années de guerre, il reste encore énormément de lieux empreints de magie. Les ensorceleurs bénéficient d'une magie innée. Et nous allons développer ici deux nouveaux archétypes de classe présents en Ayan. Le premier est l'héritage de Jade. Ces ensorceleurs portent en eux les énergies liées à ces pierres mystiques. Le jade est considéré comme un symbole de pureté, de sagesse et de force. Au niveau 1, ils obtiennent l'affinité du jade. Lorsque vous êtes un ensorceleur de cet archétype, vous gagnez la capacité de lancer le sort bouclier de la foi une fois par repos court, sans avoir besoin de composantes matérielles. De plus, lorsque vous lancez un sort de niveau 1 ou supérieur qui inflige des dégâts, vous pouvez choisir de changer son type de dégâts en dégâts de force. Au niveau 3, vous bénéficiez de l'aura cristalline. Autour de vous émane une aura apaisante et protectrice. Tant que vous n'êtes pas inconscient, vous et vos alliés à moins de 3 mètres gagnez un bonus égal à votre modificateur de charisme à tous les jets de sauvegarde contre les sorts et les effets magiques. De plus, votre personnage est immunisé contre les effets de la peur. Au niveau 14, votre peau devient aussi dure que le jade. Ce lien vous confère une protection supplémentaire. Vous avez la résistance aux dégâts tranchants, contondants et perforants. De plus, votre classe d'armure augmente de 2 si vous ne portez pas d'armure. Enfin, au niveau 18, vous obtenez la volonté de la pierre. Vous gagnez l'avantage sur tous les jets de sauvegarde contre les sorts et les effets magiques. De plus, lorsque vous subissez des dégâts d'un sort, vous pouvez utiliser votre réaction pour diviser par 2 ces dégâts. Vous obtenez le retour de cette capacité après un repos long. Passons maintenant au deuxième archétype d'ensorceleur, celui de la magie du sang. Les nombreuses guerres et batailles ont forgé une nouvelle sorte de magie. Au niveau 1, vous gagnez la capacité identité du sang. Votre magie s'entremêle avec le sang qui coule dans vos veines. Vous avez gagné la possibilité de remplacer votre modificateur d'incantation par la constitution si vous le souhaitez. De plus, votre dé de vie devient un D8 au lieu d'un D6. Toujours au niveau 1, vous gagnez la capacité amélioration sanguine qui vous permet de renforcer vos sorts avec votre propre sang. Lorsque vous lancez des dés de dégâts pour un sort, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de vos dés de vie, ajoutant un D6 dégâts nécrotiques par dé dépensé. Si vous utilisez plus d'un de vos dés de vie pour renforcer un seul sort, vous subissez la moitié des dégâts supplémentaires infligés, en ignorant toute résistance que vous pourriez avoir. Au niveau 6, vous êtes sensible à la présence du sang. Le sens du sang, justement, par une action, vous permet d'ouvrir votre conscience pour détecter les créatures dont du sang coule dans les veines. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous connaissez l'emplacement de toute créature dans un rayon de 18 mètres qui n'est pas un mort-vivant ou une construction. Vous connaissez et pouvez suivre l'emplacement de cette créature dans cette zone. Cependant, vous ne connaissez pas les détails de cette créature. Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à 1 plus votre modificateur d'incantation. Lorsque vous terminez un repos long, vous récupérez toutes les utilisations dépensées. Au niveau 6, vous obtenez des manipulations hématiques. Ce sont de nouvelles façons de manipuler les sorts qui vous sont accordés par la magie du sang. Elles ne peuvent pas être cumulées avec la métamagie et doivent être lancées en même temps que le sort, avant de savoir s'il touchera ou non. Les manipulations hématiques coûtent 1 point de sorcellerie chacune. Il y en a 2. La pression artérielle. Il faut que ce soit un sort qui inflige des dégâts. Et votre sort voit son effet renforcé. Jetez la moitié de votre total des dés de dégâts en plus. Arrondi à l'inférieur, évidemment. Hémorragie. Encore une fois, il faut que ce soit un sort qui inflige des dégâts. Si votre sort touche et inflige des dégâts, la cible subira un D6 supplémentaire, plus un D6 à chaque début de tour, jusqu'à ce qu'elle réussisse un jet de sauvegarde de constitution. La cible doit posséder du sang. Enfin, au niveau 14, vous pouvez utiliser la transfusion. Vous pouvez soigner des alliés avec votre propre sang. Vous possédez une réserve de points de transfusion égale à 3 fois votre niveau d'ensorceleur. Par une action bonus, vous pouvez choisir une créature que vous voyez à 18 mètres maximum et dépenser autant de points de transfusion que vous le souhaitez. Vous perdez autant de points de vie que de points de transfusion utilisés.
et la cible en récupère le double. Vous obtenez une capacité ultime au niveau 18, la ruée vers le sang. Lorsqu'il vous reste moins de la moitié de vos points de vie, vous pouvez utiliser une action bonus pour regagner un nombre de points de vie égal à 5 fois votre modificateur de constitution plus votre niveau d'ensorceleur. Passons maintenant au guerrier. La classe ultime du combattant au corps à corps. La plus simple à jouer mais aussi une des plus efficaces. Nous allons vous présenter les deux archétypes de classe de guerrier que nous avons créés pour Ayan. Dans un premier temps, laissez-moi vous parler du Daisho. Le Daisho, c'est un ensemble de deux armes, une épée plutôt courte et une plus longue. Les guerriers Daisho ont appris à devenir les maîtres de ce type de combat. Au niveau 3, lorsque vous choisissez cet archétype et que vous avez la maîtrise du Daisho, si vous vous battez avec une épée longue dans une main et une épée courte dans l'autre, vous avez plus 1 pour toucher et plus 1 au dégâts sur vos attaques si un seul ennemi est à votre contact. Vous avez également un bonus de plus 1 supplémentaire à votre classe d'armure, tant que vous portez un bouclier. La danse du Daisho. Au niveau 3, vous gagnez plus 1 à votre classe d'armure tant qu'au moins 2 ennemis sont à votre contact. Au niveau 7, vous avez une riposte instantanée. Vos réflexes sont tels que vous pouvez riposter rapidement face à une attaque ennemie. Lorsqu'une créature vous attaque au corps à corps et rate son attaque, vous pouvez utiliser votre réaction pour effectuer une attaque avec votre arme dans votre main principale contre cette créature. Au niveau 10, vous apprenez à faire le tourbillon tranchant. Vous pouvez utiliser votre action pour effectuer un tourbillon avec votre Daisho. Toutes les créatures, amis comme ennemis, dans un rayon de 3 mètres autour de vous, doivent réussir un jet de sauvegarde de dextérité ou subir des dégâts d'armes égaux à 2d8 plus votre modificateur de dextérité. Les créatures qui réussissent le sauvegarde subissent la moitié des dégâts. Le nombre de dés passe à 4d8 au niveau 16. Au niveau 15, vous obtenez votre dernière capacité de Daisho, la danse mortelle. Si vous touchez au moins 2 fois la même créature avec une épée au cours de votre tour, vous pouvez utiliser cette capacité. Vous avez le droit à 2 attaques gratuites, une avec chacune de vos épées, contre cette même créature. Vous avez l'avantage sur chacun des jets d'attaque et ce sont des critiques automatiques s'ils touchent. Vous récupérez l'usage de cette capacité après avoir effectué un repos long. Passons maintenant au deuxième archétype de guerrier, le Ransa. Ce sont des spécialistes du combat à la lance, une arme emblématique de l'Empire d'Ayan. Ils excellent dans les techniques de combat à la lance qu'ils manient avec grâce et puissance. Lorsque vous choisissez cet archétype au niveau 3, vous devenez lancier expert. Vous obtenez l'expertise de la lance. Vous êtes désormais considéré comme étant un expert dans l'utilisation de cette arme, ce qui signifie que vous pouvez ajouter 2 fois votre bonus de maîtrise au lieu d'une seule fois au jet d'attaque à la lance. Au niveau 3, vous gagnez l'embrochement. Lorsque vous utilisez l'action attaque au corps à corps avec une lance contre une créature de taille grande ou moins, vous pouvez tenter de l'embrocher. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de dextérité ou être considérée comme entravée. Elle doit tenter un jet de sauvegarde de force à chacun de ses débuts de tour pour pouvoir se dégager. Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à votre modificateur de force et vous récupérez toutes les utilisations après un repos long. Au niveau 7, vous savez vous servir de l'allonge de votre lance. Votre action d'attaque au corps à corps avec une lance dispose désormais d'une portée de 3 mètres. Au niveau 10, vous devenez un lancier puissant. Vous avez développé la capacité de lancer votre lance avec une force et une précision incroyables. Lorsque vous lancez votre lance sur une créature à moins de 9 mètres de vous, vous pouvez ajouter votre bonus d'expertise aux dégâts. De plus, la créature est repoussée de 3 mètres. Enfin, au niveau 15, le tourbillon du Ransa. Vous pouvez utiliser votre action pour effectuer un tourbillon dévastateur avec votre lance. Toutes les créatures dans un rayon de 3 mètres autour de vous doivent réussir un jet de sauvegarde de force ou subir des dégâts égaux à 4d10 plus votre modificateur de force. Les créatures qui réussissent le jet de sauvegarde subissent la moitié des dégâts. Vous pouvez utiliser une nouvelle fois cette capacité après avoir effectué un repos court ou long. Ils sont les érudits de ce monde. Ils étudient la magie et les mystères depuis leur plus tendre enfance. Je veux bien sûr parler des magiciens. Intéressons-nous à cette classe et aux 2 nouveaux archétypes qui ont été designés pour Ayan.
On commence avec un magicien bricoleur invocateur, le Goremu. La pierre prend vie sous ses mains. Il crée un petit golem. Il donne la vie à ce golem. C'est d'ailleurs sa première capacité. Il vit. Au niveau 2, vous pouvez donner la vie à un minéral. Vous pouvez passer 1 heure et dépenser un emplacement de sort pour créer magiquement un golem dans le minéral de votre choix. La magie qui anime le golem se maintient jusqu'au prochain repos long ou à l'inconscience. Le niveau d'emplacement du sort que vous dépensez pour créer le golem définit ses caractéristiques et ses capacités. Il joue son tour immédiatement après le vôtre et n'utilise que l'action esquiver à moins que vous n'utilisiez votre action bonus pour lui donner des ordres. Au niveau 2, vous apprenez le pansement minéral. Si votre golem est à moins de 3 mètres de vous, vous pouvez dépenser un emplacement de sort pour lui faire récupérer des points de vie. Le montant récupéré est égal à un nombre de D10 qui correspond à l'emplacement de sort dépensé plus votre modificateur d'intelligence. Au niveau 6, vous obtenez la présence du gardien. Si votre golem est à moins de 9 mètres de vous et que vous subissez une attaque, vous pouvez utiliser votre réaction pour transférer la moitié de ses dégâts sur votre golem. Celui-ci ne pourra réduire ses dégâts d'aucune manière. Au niveau 10, vous pouvez choisir entre un golem d'attaque ou de défense. Pour une action et un emplacement de sort de niveau 5 minimum, vous pouvez améliorer votre golem d'une des 2 façons suivantes. Le golem d'assaut, qui augmente le dé en D10 pour attaquer, et peut mettre à terre ses adversaires. Ou alors le golem rempart. Ses points de vie sont augmentés de 2 fois le niveau de l'emplacement de sort utilisé, et sa classe d'armure est augmentée de 2. Cette augmentation du golem dure 10 minutes. Enfin, au niveau 14, vous obtenez la construction d'urgence. Vous êtes capable de créer une version plus légère de votre golem instantanément. Pour le prix d'une action, vous créez le golem avec la moitié de ses points de vie maximum. De plus, il ne peut pas bénéficier de la capacité golem d'attaque ou de défense. Vous devez terminer un repos long avant de pouvoir utiliser cette capacité de nouveau. Deuxième archétype du magicien, complètement à l'opposé, le mage lame. Ces magiciens de cette école ont développé une magie renforçant leur capacité à combattre au corps à corps. Ils manient leur lame avec grâce tout en canalisant la magie à travers elle. Ils sont à la fois de puissants sorciers, mais aussi de redoutables guerriers. Au niveau 2, ils obtiennent la capacité lame chargée. Ils développent un lien profond entre leur lame et leur magie. Ils peuvent utiliser leurs actions bonus pour canaliser une énergie magique dans la lame durant 1 minute. Vous choisissez l'élément insufflé dans votre lame parmi la foudre, le feu ou le froid. Lorsque vous touchez avec cette arme, vous ajoutez 1 D6 de dégâts de l'élément en question. Ce dé augmente à 2 D6 au niveau 4, 3 D6 au niveau 8, etc. Au niveau 2, toujours, vous avez le talent de combattant. Vous gagnez la maîtrise des armures légères et intermédiaires ainsi que des épées, haches et lances, si vous ne les possédiez pas déjà. Au niveau 5, vous gagnerez la capacité attaque supplémentaire qui vous permet de porter 2 attaques au corps à corps avec votre arme possédant une lame en utilisant l'action attaquer. Au niveau 6, vous pouvez infuser votre lame. Votre arme est désormais considérée comme magique lorsqu'elle est en lame chargée et vous êtes immunisé aux dégâts du type que vous avez infusé dans votre lame pendant la durée de cette capacité. Au niveau 10, vous apprenez à stocker des sorts. En effet, votre lame devient capable de stocker les sorts pour vous faire économiser vos emplacements par la suite. Par une action, vous pouvez stocker un ou plusieurs sorts dont le niveau cumulé est inférieur ou égal à votre modificateur d'intelligence x2. Il vous faut lancer le sort concerné en visant votre arme et en dépensant les emplacements de sorts correspondants pour les stocker. Au niveau 14, la capacité éruption magique. Lorsque vous touchez avec votre arme de corps à corps infusée, vous pouvez par une action bonus lancer gratuitement un sort causant des dégâts du même élément que vous avez préparé. Peu importe son temps d'incantation classique. Ce sort coûte moitié moins d'emplacement de sort arrondi à l'inférieur. Les moines. Qu'ils soient ermites, vagabonds ou bien appartenant à un groupe au sein d'un monastère, ce sont des personnes très respectées sur le continent d'Ayan. Nous allons nous intéresser aux 2 archétypes spécifiques dans l'univers d'Ayan qui ont été créés pour l'occasion. Le premier est la voix du point de fer.
Les moines qui s'engagent sur cette voie ont renoncé à utiliser une arme en dehors de gantelets spécifiques à leur art. Ils vivent dans le tempo d'un crochet ou d'un uppercut et se nourrissent du combat. Ils savent encaisser, mais rendent les coups au centuple. Lorsque vous choisissez cette tradition au niveau 3, vous avez désormais des avantages au jet d'attaque avec toute autre arme qu'une arme de poing. Les armes de poing sont considérées comme des armes de moine ou comme une attaque à main nue en fonction de la configuration. Toujours le plus avantageux pour vous. Le dé de dégâts de vos armes de poing est votre dé d'arts martiaux. Au niveau 3, vous obtenez la capacité point solide. Lorsque vous subissez des dégâts contondants, tranchants ou perforants suite à une attaque au corps à corps, vous pouvez utiliser votre réaction pour interposer votre poing et réduire les dégâts d'un montant égal à votre niveau de moine. Cette capacité est utilisable un nombre de fois égal à votre modificateur de sagesse et récupérez toutes les utilisations après un repos court ou long. Au niveau 6, vous devenez un briseur. Vous avez appris à concentrer votre force dans un point précis de votre poing lorsque vous frappez. Si vous touchez et infligez des dégâts à une créature lors d'une attaque à main nue, vous pouvez dépenser un point de ki pour tenter de réduire ses défenses. La créature doit réussir un jet de sauvegarde de constitution contre votre difficulté de sauvegarde ou voir sa classe d'armure réduite de 2 durant 1 minute. Une même créature ne peut pas cumuler 2 fois ce malus. Si elle réussit son jet de sauvegarde, elle devient immunisée à cette capacité pour 24 heures. Au niveau 11, vous apprenez l'onde de choc. Votre puissance a atteint des sommets. Lorsque vous touchez et infligez des dégâts à une créature avec une attaque à main nue, vous pouvez dépenser un point de ki pour provoquer une onde de choc. La créature ciblée ainsi que toutes celles se trouvant à un cône de 4,5 mètres derrière elle doivent réussir un jet de sauvegarde de constitution ou se retrouver étourdis jusqu'à la fin de leur prochain tour. Au niveau 17, vous pouvez déchaîner la fureur des poings. Lorsque vous utilisez la capacité déluge de coups, vous pouvez dépenser 2 points de ki supplémentaires pour obtenir l'avantage sur la totalité des jets d'attaque de cette capacité. De plus, pour chaque coup qui touche, vous pouvez dépenser 1 point de ki supplémentaire pour le convertir en coup critique automatique. Vous pouvez utiliser cette capacité de nouveau après avoir effectué un repos court. Passons maintenant à la deuxième tradition monastique que nous avons ajoutée pour l'univers d'Ayan. Il s'agit de la voie du vent. Les moines qui s'engagent sur cette voie recherchent l'harmonie avec les éléments de l'air et la liberté de mouvement qu'ils procurent. Ce sont des experts du combat aérien qui se déplacent avec grâce et rapidité. Cela en fait des adversaires redoutables capables de frapper avec précision et de se déplacer de manière fulgurante. Lorsqu'ils acceptent cette tradition au niveau 3, leur corps devient bien plus léger au fur et à mesure que leur entraînement porte. Ils obtiennent la capacité courant d'air. Si au moins une de leurs attaques touche l'adversaire pendant un tour, ils gagnent immédiatement 4,5 mètres de vitesse de déplacement, non cumulable. De plus, un moine qui active cette capacité ne subira pas d'attaque d'opportunité jusqu'à la fin de son tour. Au niveau 6, vous obtenez la capacité coup sonique. Lorsque vous dépensez un point de ki pour lancer déluge de coups, vous pouvez ajouter un des 6 dégâts de force aux dégâts d'une attaque à main nue d'ici la fin de votre tour. De plus, la vitesse surnaturelle de vos coups vous permet d'utiliser un point de ki supplémentaire lors de votre déluge de coups pour lancer le sort secousse sismique qui devient secousse venteuse. Remplacez seulement les dégâts contondants par des dégâts de force. Au niveau 11, vous pouvez appeler le vent de dos. Vous pouvez utiliser votre action pour réaliser un saut égal à votre vitesse de déplacement. Vous ne subissez pas d'attaque d'opportunité lors de ce saut, et si vous atterrissez au contact d'une créature, vous pouvez utiliser la fin de votre action pour porter une attaque au corps à corps. Au niveau 17, vous pouvez déchaîner la tempête céleste. Lorsque vous utilisez la capacité courant d'air, votre vitesse de déplacement supplémentaire est doublée, vous offrant une incroyable mobilité. De plus, vous pouvez utiliser votre action pour créer une tempête de vent tourbillonnant autour de vous dans un rayon de 9 mètres. Toutes les créatures dans cette zone doivent réussir un jet de sauvegarde de force ou être entraînées dans la tempête. Les créatures entraînées subissent 3 des 10 dégâts de force et sont poussées de 6 mètres loin de vous. Les créatures qui réussissent leur jet de sauvegarde subiront la moitié des dégâts et ne seront pas entraînées. L'occultiste. Un être épris de magie qui cache de sombres secrets et des mystères.
Pour l'occultiste Dayan, nous avons imaginé deux nouveaux archétypes, deux nouveaux patrons qui peuvent chapeauter ce personnage. Le premier est le dragon ancestral. Les occultistes qui ont un lien avec un dragon ancestral découvrent un pouvoir ancien et mystique qui remonte même aux origines du monde. Cette connexion leur confère des pouvoirs uniques dont le potentiel reste inconnu. Au niveau 1, votre patron vous offre sa légèreté et son agilité légendaire. Vous pouvez utiliser votre réaction pour relancer un jet de sauvegarde de dextérité. Vous devez conserver le deuxième jet. Vous devez effectuer un repos court avant de pouvoir utiliser à nouveau cette capacité. Au niveau 6, votre patron vous partage son immense affinité avec la magie primordiale. Vous pouvez lancer le dernier sort que vous avez utilisé et que vous connaissez, sans dépenser d'emplacement de sort. Vous pouvez utiliser cette capacité 2 fois avant de devoir effectuer un repos long pour en récupérer l'usage. Au niveau 10, vous avez la capacité d'utiliser le sort vol sans utiliser d'emplacement de sort, mais en lançant obligatoirement le sort au niveau 3. Vous pouvez utiliser cette capacité de nouveau après avoir effectué un repos long. Enfin, au niveau 14, vous pouvez ressentir la puissance du dragon s'infuser en vous et en vos sorts. Lorsque vous infligez des dégâts à une créature via l'effet d'un de vos sorts, vous pouvez choisir de relancer la totalité des dégâts et garder le total le plus élevé. Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à votre modificateur de charisme avant de devoir effectuer un repos long. Deuxième archétype, deuxième patron disponible pour les occultistes en Dayan, l'esprit du roi singe. Les occultistes qui ont un lien avec ce patron se voient confier la puissance et la sauvagerie primale de ce grand roi singe. Au niveau 1 justement, ils peuvent utiliser la force primale. Après chaque repos long, vous pouvez choisir de sacrifier un point d'une caractéristique de votre choix pour gagner 2 points dans la force. Si vous ne faites pas de changement lors d'un repos long, votre choix précédent est conservé. Évidemment, ce choix n'est pas cumulable. Au niveau 6, vous pouvez apprendre à frapper comme un grand primate. Vous obtenez la capacité tambourine. Vous gagnez la maîtrise d'une arme contondante de votre choix. Si vous attaquez avec une arme contondante ou à main nue, vous avez un bonus de plus 2 pour toucher et de plus 1 aux dégâts. De plus, au niveau 9, les attaques que vous infligez avec une arme contondante ou à main nue sont considérées comme magiques. Au niveau 10, vous obtenez l'endurance des chefs. Votre patron vous octroie sa ténacité. Vous avez la capacité de récupérer après un mauvais coup. Lorsque vous subissez des dégâts d'une quelconque source, vous pouvez utiliser votre réaction pour récupérer un nombre de points de vie égal à votre niveau d'occultiste, plus 1 des 10. Vous pouvez utiliser cette capacité de nouveau, après un repos court. Enfin, au niveau 14, vous pouvez activer la furie simiesque. Vous pouvez ressentir la rage de votre patron et succomber à sa frénésie. En utilisant votre action bonus pour entrer en furie pendant 1 minute, vous obtenez l'avantage sur tous vos jets d'attaque au corps à corps. Les sorts compris si la cible est à 1,50 m de vous maximum. Lorsque vous êtes en furie, les 18 et 19 sur les dés de jets d'attaque occasionnent également des coups critiques. Tant que vous êtes en furie, vous devez faire un jet de sauvegarde de constitution, difficulté 15 à chacune de vos fins de tour. Sur un échec, vous subissez 2d8 de dégâts psychiques. On va maintenant s'intéresser au paladin, représentant de la justice divine, homme de loi et homme de foi, mais aussi grand guerrier. Dans le monde Dayan, nous avons créé 2 nouveaux archétypes, 2 nouveaux serments que peuvent passer les paladins. Le premier est le serment du gardien de la tombe. Les paladins qui prêtent ce serment cherchent à calmer les esprits, peu importe qui ils étaient ou pourraient être. Alors que d'autres paladins peuvent considérer les morts vivants comme des abominations ineptes à parcourir la terre, les paladins de ce serment les voient comme des âmes perdues volées à leur sommeil paisible. Ils doivent renvoyer dans l'infini. Au niveau 3, ils obtiennent 2 nouvelles options de conduit divin. La première est Reste en paix. Lorsque vous tuez une créature avec une arme au corps à corps, vous pouvez immédiatement utiliser votre conduit divin pour vous restituer des points de vie égaux à 2 fois votre niveau de paladin. La deuxième option de conduit divin est le bûcher funéraire.
Lorsqu'une créature énorme ou plus petite que vous pouvez voir dans un rayon de 9 mètres autour de vous meurt, vous pouvez utiliser votre réaction et votre canalisation divine pour incinérer son cadavre, forçant chaque créature dans un rayon de 4,5 mètres autour d'elle à effectuer un jet de sauvegarde de dextérité, ou subir des dégâts de feu égaux à 2d4 plus votre niveau de paladin. En cas de jet de sauvegarde réussi, les créatures subissent la moitié des dégâts. Au niveau 7, vous obtenez la capacité Frontière de la mort. Tant que vous n'êtes pas incapable d'agir, les créatures amies à moins de 6 mètres de vous qui tombent à 0 point de vie tombent à la place à 1 point de vie. Ces créatures ne peuvent le faire qu'une seule fois grâce à cette capacité par repos court. Au niveau 15, vous obtenez la capacité Pour qui sonne le glas. Vous avez la capacité de marquer une créature en faisant sonner de puissantes cloches autour d'elle. Vous récitez une courte prière en utilisant votre action pour cibler une créature que vous pouvez voir dans un rayon de 18 mètres autour de vous. Cette créature doit effectuer un jet de sauvegarde de sagesse ou subir les inflictions suivantes jusqu'au début de votre prochain tour. La créature a un désavantage à tous ses jets de sauvegarde. Vous et vos alliés avez l'avantage au jet d'attaque contre cette créature. Les fielons et les morts-vivants ont un désavantage sur ce jet de sauvegarde et une seule créature peut souffrir de cette marque à la fois. Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à votre modificateur de charisme et récupérer toutes les utilisations dépensées après un repos long. Au niveau 20, vous devenez le gardien des esprits. Vous pouvez pour une action vous entourer d'esprits protecteurs venus de l'au-delà. Pendant 1 minute, vous obtenez les effets suivants. Plus 2 à la classe d'armure contre les sorts. L'immunité aux dégâts nécrotiques. Et un bonus de dégâts à vos attaques au corps à corps de 2d10 dégâts nécrotiques. Le deuxième serment est le serment du shogun. Les paladins qui prêtent ce serment ont juré fidélité à l'empereur. Ils sont les gardiens de l'honneur et de la loyauté. Leur autorité et leur charisme inspirent les alliés et intimident les ennemis. Au niveau 3, ils ont 2 nouvelles options de conduit divin. Première option, la parole de l'empereur. Au prix d'une action, vous imprégnez vos paroles de l'autorité du shogun. Durant 10 minutes, tous vos jets de compétences basés sur le charisme se feront avec avantage. Deuxième option, le commandement. Vous êtes habitué à donner des ordres à vos subordonnés. En canalisant l'énergie divine de votre shogun, vous pouvez ordonner à un allié situé à moins de 18 mètres de vous d'attaquer avec vigueur. Il bénéficie d'une réserve de D6 à ajouter au jet de dégâts de son choix pendant 1 minute. Cette réserve augmente avec les niveaux. Au niveau 7, vous pouvez pour une action planter la bannière de l'Empire. Cette bannière aux couleurs de votre shogun sur votre position. L'objet a une classe d'armure de 10 et 10 PV. Tant que cette bannière est en place, elle fournit à tous les alliés à 9 mètres ou moins l'avantage au jet de sauvegarde de sagesse ainsi qu'un bonus de +1 à la classe d'armure. Au niveau 15, vous pouvez canaliser toute votre énergie dans une attaque fulgurante nommée le courroux du shogun. Lorsqu'une créature vous inflige des dégâts, vous pouvez utiliser votre réaction pour lui infliger des dégâts de représailles égaux à votre modificateur de charisme fois D8. Vous pouvez également utiliser cette capacité après avoir réussi une attaque pour infliger des dégâts supplémentaires égaux à votre modificateur de charisme fois des D8. Une fois que vous avez utilisé cette capacité, vous ne pouvez pas l'utiliser de nouveau avant avoir terminé un repos long. Au niveau 20, vous devenez un seigneur de bataille, inspirant la loyauté et la dévotion chez vos alliés. Vous gagnez la capacité de lancer le sort Domination de monstres sans avoir besoin de composantes, verbales, gestuelles ou matérielles. Une fois que vous avez utilisé cette capacité, vous ne pouvez plus l'utiliser avant d'avoir terminé un repos long. Le rôdeur, fantastique combattant à distance, pisteur émérite. Il adore arpenter la nature et se sent chez elle comme chez lui. Pour Ryan, nous avons créé 2 nouveaux archétypes de rôdeurs. Le premier est le chasseur de primes. Les rôdeurs qui se spécialisent en chasseurs de primes sont des traqueurs hors pair, versés dans l'art de la capture des fugitifs et des criminels les plus dangereux. Ils parcourent les terres en quête de leur prochaine cible, déterminés à accomplir leur mission. Ce sont des experts en investigation, en perception, qui leur permet de suivre les moindres indices pour trouver leur proie. Au niveau 3, vous devenez un pisteur professionnel, une référence dans l'art de la filature. Vous avez l'avantage sur vos jets d'investigation effectués dans le but de récolter des informations sur un humanoïde.
Au niveau 3, toujours, vous pouvez désigner une cible prioritaire. Une fois par jour, pour une action et une incantation de 10 minutes, vous pouvez choisir un humanoïde qui devient votre cible prioritaire. Vous gagnez une réserve de dégâts à utiliser quand vous le souhaitez sur les dégâts que vous infligez à votre cible prioritaire. Cette réserve se reconstitue après un repos long. Tant que vous ne changez pas de cible prioritaire, l'actuelle est reconduite. Le nombre de D6 de la réserve augmente jusqu'à 4D8 au niveau 9 et même 5D10 au niveau 13 et 8D10 au niveau 17. Au niveau 7, vous apprenez la capture efficace. Vous avez toujours l'avantage sur vos jets d'attaque à main nue ou avec un filet. De plus, lorsqu'un humanoïde sort de votre zone de contrôle et que vous pouvez lui infliger une attaque d'opportunité, vous pouvez à la place lui imposer un jet de sauvegarde de dextérité qui l'empêche de se déplacer en cas d'échec. Il ne peut plus se déplacer avant le début de son prochain tour. Au niveau 11, vous devenez un tracker imperturbable. Vous avez l'avantage à tous vos tests de survie pour pister un humanoïde. Vous pouvez également lancer le sort immobilisation de personnes sans dépenser d'emplacement de sort. Vous avez un nombre d'utilisation égal à votre modificateur de sagesse que vous récupérez après avoir effectué un repos long. Enfin, au niveau 15, vous obtenez la capacité tuer à moi. Vous pouvez utiliser votre réaction pour relancer un jet d'attaque échoué visant votre cible prioritaire. De plus, le résultat 19 au dé devient aussi un coup critique sur votre jet d'attaque, si c'est votre cible prioritaire. Deuxième archétype de rôdeur spécifique à Ayan, le rôdeur Itefuyu. Les rôdeurs qui suivent la voie de l'Itefuyu ne font qu'un avec l'hiver. Ils sont les maîtres de la survie dans les régions froides et glaciales, capables de se déplacer sans effort dans la neige et de résister aux températures les plus froides. Leur lien profond avec cette saison leur confère des pouvoirs magiques liés à la glace et au froid pour venir à bout de leurs ennemis. Au niveau 3, vous êtes résistant aux dégâts de froid grâce à votre froid intérieur. De plus, vous ignorez les effets de terrain difficiles dus à la neige et la glace. Vous pouvez également utiliser votre action pour créer un petit espace de chaleur dans les environnements froids. Toujours au niveau 3, vous apprenez à manipuler la magie de l'hiver pour rendre vos attaques plus dévastatrices. Grâce au tir glacé, lorsque vous infligez des dégâts avec votre arme à distance, vous pouvez ajouter des dégâts de froid égaux à votre modificateur de sagesse, dégâts de l'attaque. Au niveau 7, vous devenez un maître des pièges de froid. Un trappeur hivernal en quelque sorte. Vous pouvez utiliser votre action pour poser un piège glacial. Lorsqu'une créature marche sur le piège, elle doit réussir un jet de sauvegarde de dextérité, ou subir des dégâts de froid égaux à 2d6 plus votre modificateur de sagesse. Si le jet de sauvegarde est réussi, la cible subit la moitié des dégâts. Une fois que vous avez utilisé cette capacité, vous ne pouvez pas l'utiliser de nouveau avant d'avoir terminé un repos long. Au niveau 11, vous ne faites plus qu'un avec le froid, vous maîtrisez la forme Samui. Vous pouvez utiliser votre action pour vous transformer temporairement en une forme hivernale. Pendant cette transformation, vous gagnez les avantages suivants. Vos attaques au corps à corps infligent des dégâts de froid supplémentaires égaux à votre modificateur de sagesse x2. Vous devenez immunisé aux dégâts de froid. La transformation prend fin au bout d'une minute, ou plutôt si vous utilisez une action pour y mettre fin. Au niveau 15, vous obtenez la capacité Invocateur de Blizzard. Vous pouvez utiliser votre action pour lancer le sort Tempête de grêle sans dépenser d'emplacement de sort. Vous pouvez utiliser cette capacité une fois avant de devoir terminer un repos long pour de nouveau l'utiliser. Il nous reste une dernière classe à voir. Une classe très appréciée des joueurs, le fameux roublard. Un personnage très discret, très malin, persuasif, voleur, malicieux. Il peut faire beaucoup de choses. Pour Ayan, nous avons imaginé deux nouveaux archétypes. Premièrement, le roublard Senko. Ce sont des experts en vitesse et en frappe foudroyante. Leur agilité et leur capacité à attaquer avec une rapidité fulgurante en fait des combattants redoutables. Au niveau 3, ils acquièrent la capacité mouvement éclair. Vous pouvez utiliser votre action bonus pour effectuer un mouvement supplémentaire de 9 mètres. De plus, vous ne provoquez pas d'attaque d'opportunité lorsque vous vous déplacez pendant ce mouvement supplémentaire. Toujours au niveau 3, l'attaque éclair vous permet d'utiliser votre action pour lancer une attaque rapide et précise. Vous pouvez effectuer une attaque avec votre arme de corps à corps ou votre arme à distance avec avantage. Si l'attaque touche,
Elle inflige des dégâts supplémentaires égaux à votre modificateur de dextérité. Une fois que vous avez utilisé cette capacité, vous pouvez l'utiliser de nouveau après avoir effectué un repos long. Au niveau 9, vous avez la capacité évasion éclair. Vos réflexes surhumains vous permettent, lorsqu'une créature que vous pouvez voir vous attaque, d'utiliser votre réaction pour augmenter votre classe d'armure de 5 contre cette attaque. Vous pouvez utiliser cette capacité un nombre de fois égal à votre modificateur de dextérité avant de terminer un repos long. Au niveau 13, vous pouvez utiliser la lame foudroyante. Cette capacité, lorsque vous attaquez au corps à corps avec votre arme et qu'elle touche, l'ennemi doit réussir un jet de sauvegarde de dextérité ou subir des dégâts de foudre supplémentaires équivalents à 6d6 plus votre modificateur de dextérité. Si l'ennemi réussit le jet de sauvegarde, il subit la moitié des dégâts. Enfin, au niveau 17, votre ultime capacité, l'éclair mortel. Vous pouvez utiliser votre action pour lancer une série d'attaques fulgurantes. Vous effectuez 3 attaques avec votre arme de corps à corps ou votre arme à distance, avec avantage pour chacune de ces attaques. Si au moins 2 de ces attaques touchent, vous pouvez utiliser votre action bonus pour effectuer une 4e attaque. La 4e attaque touchera automatiquement et infligera 4 des 10 de foudre, en plus des dégâts de l'arme. Une fois que vous avez utilisé cette capacité, vous devez effectuer un repos long avant de pouvoir récupérer son usage. Passons maintenant au deuxième archétype de Roublard, le shinobi, un ninja. Ce sont des maîtres de l'espionnage, de l'infiltration et de l'assassinat. Des guerriers de l'ombre capables de se déplacer furtivement, de se dissimuler et de frapper avec une précision mortelle. Au niveau 3, vous êtes un maître de l'infiltration. Vous avez une connaissance approfondie des arts ninja. Vous gagnez la compétence de discrétion ou l'expertise si jamais vous maîtrisiez déjà cette compétence. Lorsque vous utilisez la compétence discrétion pour vous cacher, vous pouvez tenter de vous dissimuler même lorsque vous êtes observé par des créatures qui dépendent de la vision pour vous repérer. Au niveau 3 toujours, la frappe furtive vous permet, lorsque vous attaquez une créature avec l'effet de surprise, de doubler vos dés de dégâts de l'attaque sournoise. Au niveau 9, l'ombre mouvante. Lorsque vous êtes dans une zone de faible lumière ou d'obscurité, votre vitesse de déplacement est augmentée de 3 mètres et vous pouvez utiliser votre action bonus pour vous déplacer instantanément jusqu'à 9 mètres dans un rayon de faible lumière ou d'obscurité que vous pouvez voir. Au niveau 13, vous développez la capacité réflexe surhumain. Vous bougez si vite que vous pouvez lancer le sort double illusoire pour une action. Une fois que vous avez utilisé cette capacité, il vous faut terminer un repos long avant de pouvoir l'utiliser de nouveau. Enfin, au niveau 17, l'assassinat parfait. Lorsque vous attaquez une créature qui est surprise, cette créature doit réussir un jet de sauvegarde de constitution ou être tuée instantanément si elle a moins de 100 points de vie. Si la créature réussit le jet de sauvegarde, elle subit néanmoins des dégâts supplémentaires égaux à 10d6 plus votre bonus de compétence de dextérité. Une fois que vous avez utilisé votre capacité, vous ne pouvez pas l'utiliser de nouveau avant d'avoir terminé un repos long. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo de présentation des nouvelles races et de nouveaux archétypes de classe de l'univers Dayan. Alors oui, c'était une vidéo qui était extrêmement longue, je le conçois, je voulais être suffisamment exhaustif. Nous avons aussi voulu vous présenter l'ensemble du panel qui pouvait vous être disponible. J'espère à l'avenir pouvoir publier ces ouvrages-là. Pour l'instant, c'est des documents de travail. Je vous ai présenté les archétypes, les capacités, etc. tels qu'ils sont écrits actuellement et tels que nous allons les jouer dans notre campagne Dayan qui va démarrer très bientôt. J'espère à l'avenir pouvoir aussi produire ce type de documents. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela pourrait vous intéresser. Ça apporte quand même beaucoup de nouvelles possibilités de jeu, pas mal de choses et surtout on l'a pensé pour vraiment maximiser le plaisir des joueurs, quitte à rendre l'opposition plus compliquée. Mais en tout cas, voilà, que les joueurs n'aient pas trop de frustration et puissent faire beaucoup de choses avec leur personnage et vraiment l'incarner de manière très profonde. Comme je disais au début de la vidéo, il y aura un chapitrage qui va être fait afin que vous puissiez naviguer facilement et rapidement vers la section qui vous intéresse afin de ne pas perdre de temps au vu de la longueur de la vidéo. Si tout cela vous a plu, si vous êtes hypé autant que les joueurs et que moi à voir venir cette nouvelle campagne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça ne prend qu'un petit clic et nous, ça va nous soutenir énormément pour nos futurs projets. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous aidera beaucoup. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.